Voilà une illustration, par exemple, de ce qu'on peut faire avec les idées fines. À ma gauche... Bonjour, je m'appelle... Ah, pardon. C'est bien fini. Bon. Madame Anastasia Eline, vous êtes directrice générale adjointe de Campus France. Alors justement, vous, dans le cadre de Campus France, est-ce que vous pouvez mettre en avant des idées filles, par exemple dans Bienvenue en France? Y a-t-il des critères, alors au-delà des idées filles sur la pédagogie, enfin, comment on peut acter que la pédagogie est importante pour recruter des étudiants internationaux? Alors, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. C'est effectivement un sujet important que de comprendre et de voir comment l'innovation pédagogique et globalement la qualité pédagogique peut être un argument dans le cadre d'une politique d'attractivité internationale. Et il faut bien reconnaître que c'est pas forcément l'argument, le sujet qui est le plus mis en avant traditionnellement dans le cadre des politiques d'attractivité. Les établissements ont l'habitude de mettre en avant notamment des indicateurs en matière de recherche dans un contexte où les classements internationaux s'appuient majoritairement sur des indicateurs recherche. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir régulièrement mettre en avant, que ce soit sous la forme de prix Nobel ou de nombre de RC, ou enfin voilà, tous ces indicateurs-là qu'on connaît par cœur et qui sont utilisés aussi pour attirer des étudiants internationaux, y compris d'ailleurs dans le cadre de formations qui peuvent sembler de premier abord assez éloignées de la recherche, mais néanmoins voilà, l'argument recherche est régulièrement mis en avant. L'argument qualité de la formation et en particulier dispositifs innovants en matière pédagogique, là en revanche on trouve assez peu finalement de communication large à destination des étudiants internationaux. Alors une petite réserve, je parle surtout ici de ce qu'on appelle les free movers, donc les étudiants qui bougent dans le cadre de projets individuels de mobilité, puisque comme on l'a vu même à l'instant, dans le cadre de projets IDEFI et plus largement, on a souvent des partenariats internationaux qui donnent lieu à des échanges qui peuvent se faire entre universités. Là, on a parlé d'une co-tutelle. Là, effectivement, on a assez rapidement un impact international. En revanche, quand il s'agit de faire venir des étudiants, des candidats par leurs propres moyens dans un établissement, l'argument, chez nous, on innove pédagogiquement, on développe de nouveaux programmes, ça, on le trouve assez peu. J'ai regardé un petit peu, notamment sur le catalogue Études en France, qui est donc la plateforme principale de candidature des étudiants internationaux dans les établissements français. Donc, il y a des fiches par formation. L'aspect méthodologie pédagogique de manière générale et dispositifs innovants, on les trouve finalement assez peu mis en avant. Donc, c'est peut-être dommage. Et c'est d'autant plus dommage, et je terminerai là-dessus, qu'il y a une vraie attente. Clairement, de la part des étudiants internationaux, il y a un vrai besoin d'accompagnement méthodologique, notamment sur le suivi de la pédagogie à la française, on va dire, et tout ce qui permet d'adapter des dispositifs aux étudiants et à leurs attentes, c'est clairement un plus pour un établissement. À Campus France, on est en train de finaliser une étude sur l'accueil des étudiants internationaux qui va paraître le 16 décembre prochain. Et donc dans cette étude, on a eu 9000 retours d'étudiants internationaux. Donc c'est un panel évidemment très large. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a 92% de ces étudiants qui signalent que tous les accompagnements méthodologiques qu'ils ont reçus leur ont été utiles ou très utiles. Donc il y a une vraie attente. Clairement, il y a un besoin. Alors évidemment, sur l'accompagnement linguistique, les cours de FLE, c'est important également, mais enfin, moins que ça. C'est-à-dire que sur les cours de FLE, on est à 75% à peu près d'étudiants qui ont trouvé que c'était utile ou très utile. Alors tout ce qui est accompagnement à la pédagogie à la française, qui est accompagnement méthodologique, c'est 92%. Donc l'attente, elle est énorme. Donc c'est d'autant plus important de valoriser ce que vous faites, de valoriser ce qui se déploie dans les établissements, parce que pour un étudiant international qui a le choix entre plusieurs pays, plusieurs établissements, ça peut être ce qui va faire la différence. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Lovic, vous êtes, vous, responsable de tout ce qui est international à l'association des directeurs d'IUT, et vous êtes aussi dans le cadre du programme Oui, c'est pas un programme, hein, c'est un des partenaires du processus de Bologne, voilà, c'est ERH. Voilà. Yes. Et donc, vous êtes vraiment très impacté par toutes ces questions. Bon, il n'y a pas d'étudiants qui viennent aujourd'hui en France dans un IUT parce qu'ils ont vu une IDEFI. Non, ça, c'est pas vrai pour les IUT, pas forcément. Par contre, l'impact de la pédagogie est important aujourd'hui en France et surtout en Europe. Vous pouvez en parler ? Oui, alors, s'agissant des IUT, alors c'est toujours un petit peu gênant hein, face à un auditoire qui
porte vraiment de nombreux spécialistes de toutes les composantes de l'université, de parler uniquement des IUT, mais voilà. Pourquoi est-ce que ces IUT sont très attractifs et connaissent des succès pour attirer les étudiants d'un petit peu de tout le monde? C'est parce que, avant tout, ces composantes d'enseignement professionnalisés sont universitaires. C'est vraiment les deux jambes, si je puis me permettre. Les étudiants internationaux cherchent d'abord la qualité universitaire, la recherche et l'enseignement qui découle de la recherche, dans une certaine mesure, puisqu'on parle tout de même du niveau L. C'est à moduler. Et puis, ils veulent s'assurer que dans cette entreprise universitaire qu'ils se préparent à entamer, il y a une professionnalisation. Et évidemment, c'est là que nous sommes attractifs. Et alors, je voudrais juste faire mention de ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Ménager. Effectivement, il n'y a pas que les IUT qui savent ouvrir, qui sont des structures universitaires qui savent s'ouvrir à la professionnalisation. Bien sûr, on a vu l'exemple de l'IDEFI Rennes 2 tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est finalement qui fonctionne? C'est cette notion de nouvelle excellence, de cette diversité dans l'excellence, de cette excellence qui est partagée. Je pense que c'est ça. On peut préciser que ce que nous favorisons, ce dont nous parlons, c'est le fait que les étudiants, même à leur niveau L, voire Bac+2, sont des acteurs de l'innovation, voire de la recherche. Et ça, c'est notre attractivité. Donc comment est-ce qu'on conjugue formation et recherche? Et au niveau européen, donc pour revenir un peu à la question sur au niveau européen, comment ça évolue? Vous, par exemple, vous travaillez avec des EUR, avec des ERC? Alors, c'est plus compliqué au niveau européen parce que le processus de Bologne est un processus qui est formation. C'est l'espace européen de l'enseignement supérieur. Et il existe à côté, je pense que vous le connaissez tous, l'espace européen de la recherche. Comment est-ce qu'on articule les deux? Ça, c'est un des grands défis, c'est pas encore résolu. La conférence de Paris, il y a 2 ans, a essayé de faire des propositions et d'avancer sur le lien formation-recherche, sur des financements. C'est pas encore fait. Vous faites mention de l'ERC, des ERC. Les ERC sont typiquement recherche. Alors, il y a le IC comme Innovation qui va être plus à l'écoute de la partie innovation et donc de la partie formation. Mais ça, c'est en train d'être fait. Je voudrais tout de même signaler, puisqu'on parle de l'Europe, j'ai été frappé par l'articulation potentielle entre les IDEFI, et notamment ce qu'on a vu dans le petit film ici, et puis les universités européennes. Il faut tout de même voir que cet appel à projet dont on a eu les résultats il y a quelques mois essaye de mettre au centre de grosses universités ou de grosses alliances à la fois la recherche, la pédagogie. J'observe que les Français ont été très bien dotés, ont su répondre à ça. J'observe aussi que le ministère a travaillé et travaille maintenant avec les candidats malheureux pour essayer de leur donner un coup de pouce. Donc là, il y a effectivement quelque chose. La Commission européenne voit ces universités européennes comme un moteur de la transformation. Et je pense que là, on a quelque chose qui va peut-être pouvoir permettre de décloisonner la recherche et la formation. Sur les universités européennes, Campus France, une opinion? Alors, je vous passe la parole. Alors, à l'échelle européenne, Campus France travaille sur plusieurs projets qu'on avait remportés dans le cadre d'appel à projets européens, et en particulier, effectivement, pour essayer de travailler ensemble à une attractivité européenne de l'enseignement supérieur. Parce que, comme vous le disiez, sur l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a moins de financement direct, il y a moins de structuration que sur la recherche, peut-être, et on travaille encore à structurer ce volet-là. Mais effectivement, tout ce qui permet de mutualiser ces énergies-là et travailler ensemble, c'est évidemment positif, et on le valorise à travers notre
attractif. Et c'est attractif pour Oui, le reste. On a un programme qui s'appelle le Study in Europe, sur lequel on travaille avec nos partenaires d'autres pays européens, donc à travers des salons régulièrement. Il y en a eu un notamment à Addis Abeba il n'y a pas très longtemps dans le cadre de l'Union africaine. Et oui, là, évidemment, l'enseignement supérieur européen est très attractif. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer à des exemples concrets d'IDEFI. Alors, Monsieur Reyes, vous êtes vice-président numérique de l'Université Paris 8. Vous avez un micro. Oui. Alors, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce qu'a été, de ce qui est encore cette IDEFI créatique. Oui, Créatique, c'est un IDEFI qui positionne la création vraiment au centre, au cœur de formation, recherche. Et par rapport à l'international, nous avons mis en place surtout plusieurs actions. Enfin, après, avec nos partenaires, on a eu 37 universités à l'étranger où on a pu participer. On s'est beaucoup intéressé à accompagner les étudiants de manière très proche. On a fait des compagnonnages internationaux, c'est-à-dire que les étudiants se déplaçaient, passaient 4 mois, 1 mois en formation, 3 mois en stage directement, notamment 3 pays que je vais juste rapidement citer, la Chine, la Colombie, la Côte d'Ivoire. Et ensuite, ça permettait aussi que les étudiants à l'étranger venaient chez nous. On fonctionnait avec des ateliers laboratoires. Donc, notamment, par exemple, on passait des semaines intensives avec des étudiants américains, par exemple. Donc, sur place, on travaillait et on créait des productions. Donc ça, ce sont juste quelques exemples. Probablement, il faudrait que je dise un mot aussi, juste pour faire le lien avec la table ronde précédente, c'est comment aussi valoriser les expériences outre l'espace francophone et aussi comment laisser des traces. On a sorti des publications, une série de livres, une collection qu'on appelle Sans Notion. Et ça a été donc traduit et c'est proposé en open access en 4 langues, donc chinois, anglais, français, espagnol. Donc parmi les actions que je peux citer rapidement au niveau de l'IDEFI, oui. Oui, aujourd'hui, vous en êtes où alors? Ça donne quoi Créatique aujourd'hui? Ça correspond à quoi? Ça a donné quoi? Bon, je pense que rapidement, on va avancer vers les EUR Artec, qui fusionne une bonne partie de l'équipe créatique avec ce qu'on avait à Paris 8 et la commune, l'ABEX RH2H. Donc on a effectivement également un NCU Soskill au niveau de la commune Paris Lumière, Nanterre, Paris 8. Et je pense que concrètement, ce sont un peu là un territoire où on va continuer à avancer. Oui. Donc c'est bien suivi, ça ne s'est pas arrêté à la fin des financements. Oui. Non, au contraire, je pense que ça nous a permis de bien positionner nos pièces, les expériences, d'enrichir les acteurs, les partenaires, et puis de pouvoir continuer. Je me tourne, merci, je me tourne vers ma droite. Monsieur Lugan, vous êtes de l'Université de Perpignan, vous avez montré un projet Miro, alors un projet, on va dire, spécialisé dans le tourisme, avec différentes universités du sud de la France, plutôt d'Espagne et d'Andorre. Et puis voilà, ça a débouché, on va en parler, sur un accord avec l'Organisation mondiale du tourisme. Mais d'abord, juste un petit peu un rappel, c'est quoi le projet Miro ? Le projet Miro, c'est un projet qui se fonde sur un consortium euro-régional, vous l'avez dit, européen, puisqu'il associe des universités françaises, andorranes et espagnoles, et qui part d'un constat très simple, c'est que dans cette euro-région Pyrénées-Méditerranée, on peut la considérer comme un territoire laboratoire d'expérimentation du tourisme, parce que c'est le premier secteur d'activité, c'est le premier secteur économique, et que c'est un secteur qui connaît une mutation très profonde depuis quelques années, qu'on pourrait schématiser grossièrement en disant qu'on va passer d'un tourisme de masse à un tourisme plus qualitatif. Et donc le programme Miro accompagnait cette mutation en s'interrogeant sur des solutions innovantes pour former les futurs acteurs du secteur, les acteurs déjà en activité, en associant, tant que faire se peut, les établissements d'enseignement supérieur, mais également des institutions liées au patrimoine, à la culture, au tourisme, de manière assez large. Donc ça, c'était le diagnostic projet à l'origine.
Donc partant de ce constat, on a tout de suite mis en place, je dirais, pour reprendre les termes qui ont été utilisés lors de la précédente session, une démarche qualité qu'on a essayé de décliner selon différents axes. La première, c'est de créer une formation basée sur le principe du décloisonnement territorial. On travaillait avec des universités espagnoles, andorranes et françaises. Décloisonnement pédagogique, puisque un IDEFI se devait de proposer des solutions innovantes. Un décloisonnement aussi institutionnel, en associant beaucoup d'acteurs socio-économiques du secteur à la réflexion sur la formation. Et puis le principal décloisonnement, c'est que l'on a, avant de créer la formation elle-même, qui s'est traduite par un master à la rentrée 2015, on a lancé une grande enquête auprès des acteurs économiques de l'Eurorégion, des étudiants susceptibles de s'inscrire à une formation en tourisme, des étudiants fraîchement diplômés et des personnels qui étaient déjà en activité. On leur a dit en quelques mots-clés quelle serait la formation idéale selon vous, si on devait faire une formation qui accompagne la mutation du secteur touristique. Et donc ils ont fait émerger quelques mots-clés comme numérique, pluridisciplinarité, enfin toutes choses dont on a parlé depuis ce matin et qui résument, je crois, l'essentiel de ce qu'ont rencontré les IDEFI et qu'on a essayé de traduire par un master. Alors, master multidiplômant d'abord, c'est-à-dire qu'on a associé, on a présenté une même maquette, une même offre de formation au ministère français, au ministère espagnol, au ministère andorran. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est aussi faire le bilan des IDEFI, c'est montrer les verrous et les difficultés qu'on a rencontrés. On s'est rabattu sur des diplômes d'établissement. C'est un statut un peu au-dessus du DU qui permet aux universités espagnoles et andorranes de délivrer un diplôme qui est quand même reconnu. Mais on ne s'est pas arrêté sur cet échec, bien sûr. On allait au-delà. On a décidé de passer au parcours par compétences, de s'interroger sur des solutions innovantes du point de vue pédagogique, dont on parlera dans d'autres ateliers, d'autres sessions, Miro Translate, la réflexion sur l'accompagnement des étudiants, etc., etc. Donc, le premier axe de la démarche qualité était pédagogique, avec cet écosystème, cette réflexion générale. Le deuxième axe de la démarche qualité, il a été technique ou technologique, je ne sais pas comment on peut le dire. C'est en permanence s'interroger sur les solutions que l'on pouvait créer pour accompagner de la manière la plus efficace des apprenants dans le cadre d'une formation à distance, d'une formation à distance multilingue dans notre cas. Donc on a enrichi notre Moodle, pour ainsi dire, en développant des plugins, etc., afin de répondre de la manière la plus efficace. On a travaillé de manière très étroite avec Microsoft, ça fera l'objet d'une présentation un peu plus loin, pour une solution de transcription, sous-titrage de vidéo, puisque la vidéo avait une place particulière, et la vidéo en langue étrangère avait une place particulière dans le cadre de notre enseignement. Puis on continue à poursuivre cette réflexion technique et technologique en permanence pour essayer d'être le plus efficient possible dans l'accompagnement des étudiants. Et la troisième voie de cette recherche qualité, en quelque sorte, c'était de s'interroger du point de vue académique en se rapprochant de la branche formation, education de l'Organisation mondiale du tourisme, dont Omar Valdés, ici présent, est le directeur. Et on s'est dit, quitte à travailler sur des formations liées à un secteur en mutation, autant aller voir les spécialistes reconnus qui vont nous amener dans un jeu d'échelle, une échelle complètement différente, nous amener un réseau d'experts mondiaux, nous amener une réflexion par comparaison avec des benchmarks qui sont dans des proportions totalement différentes de ce qu'on avait pu envisager, tout en s'interrogeant sur comment lier l'international et l'euro-régional. Et ces trois axes de la démarche qualité que je viens d'évoquer, pour nous, ils avaient en fait un but précis, c'était l'attractivité de la formation.
Et l'attractivité de la formation, on a parlé de démonstrateurs ce matin, il nous semblait extrêmement important qu'on puisse démontrer qu'on pouvait très rapidement développer des solutions innovantes du point de vue pédagogique dans un secteur en mutation permanente comme le tourisme pour attirer le maximum d'apprenants à une échelle mondiale à présent grâce à cette collaboration. Justement, vous venez de recevoir la certification TED-Qual. Je ne sais pas comment on dit, TED-Qual. Monsieur Valdez, donc vous êtes directeur justement de l'Organisation mondiale du tourisme. Pourquoi avoir choisi de travailler avec ce programme et pourquoi lui donner cette accréditation? Bonjour à tous. Moi, je voudrais avoir la possibilité de m'exprimer en français, mais je pense qu'aujourd'hui, mon accent est très, très argentin. C'est pour ça que je ferai mon intervention en anglais, s'il vous plaît. Donc, thank you very much. Thank you, Julien. We are the Education and Training Department of the United Nations World Tourism Organization, and we are located in Andorra. That's why we are next doors also with Perpignan. And our main mission is to give executive training to governments who are member states of the United Nations World Tourism Organization. But apart from that, in order to support our member states when it comes to improving quality in tourism, we have several quality initiatives, and one of them is the UNWTO TED-Qual program. This program is addressed to improve the quality in tourism, education, and also training. And today in the previous roundtables, I've been hearing a lot about quality and about how to measure quality, and I would like to give some examples on how we do this. So every time that a university or a training institution wants to approach us and want to apply for the TED-Qual certification, they need to show quality in different aspects of the management of the student experience. And I said the students because the student is always in the center of the quality measurement that we do. But we also analyze the curriculum of the program that we are analyzing, and especially the relationship between the program and the employers. We can consider the employers like the private sector, the government, also the education institutions that may hire those professionals to be educators in the future. So what we want to make sure, I mean, the UNWTO cannot tell the universities what to teach, but for sure it can ensure that the student has a good level of employability once they have finished their studies. Within the network of education and training institutions, and we have more than 90 institutions all around the world, and with some of those institutions we have special and established partnerships, special projects that we developed considering different aspects or different levels of innovation that these institutions can bring to the UNWTO. The first one was many years ago with the Open University of Catalonia, La Universitat Oberta de Catalunya. We have created the first online master degree back in 2001, so it was many, many years ago. So it has a very important level of innovation because they were the first online tourism studies in the world, at least at this level. A few years ago, we have established another partnership with the George Washington University in the United States and also with Anáhuac University in Mexico, and with which we have created online courses and online postgraduate courses. And our last established partnership was with the University of Perpignan. I mean, they were bringing to us a very, very high level
technology that really made a difference when it comes to the innovation in pedagogy and when it comes to translation services, and due to the other partnerships that they have established with very, very important technology and companies. And we considered that it was worth to work together with them. And we are actually developing with the University of Perpignan a MOOC on the history of tourism. This is one of the projects we are working on, in which we have 10 other universities in other parts of the world who are collaborating with the Université de Perpignan, from Chile, Mexico, Macau, Oman, and United Kingdoms, just to name a few. We have 10 universities, Australia also, and participating in the content creation of this MOOC. And we think that represents a very important added value to offer our member states. And that's why we are participating, and we see how important these IDFI projects are especially for the internationalization. I mean, having the possibility of offering a master degree like the one that this university has in 4 languages at the same time, and having the same part, it's not 4 different groups, it's a group of students who can interact in 4 different languages on the same platform. We think this gives a very, very distinctive value, at least for the work we do, when it comes to extending the benefits of the scholarships, for example, that may be provided, having the possibility to go all around the world in different languages. It's a very, very distinctive factor for us. Merci, c'est une belle illustration du projet Miro, qui est un projet qui m'a apporté beaucoup, comme le projet CMI, donc nouveau cursus master en ingénierie. Monsieur Gesson, vous êtes responsable international des CMI, c'est-à-dire que non seulement, alors peut-être d'abord un peu parler des CMI, de ces nouveaux cursus. Vous avez un micro là, je vous laisse un peu présenter l'IDFI et ce qu'elle a donné. Merci, je vais essayer de présenter 7 ans de travail en 5 minutes. Les cursus master en ingénierie font partie du projet IDFI, mais je voudrais aussi parler du réseau qui le supporte, parce que je pense que c'est aussi très important. Le cursus master en ingénierie, cette idée vient en fait d'un rapport qui avait été fait par Robert Chabal et Alain Menant au titre de l'AERS, de ce qui s'appelait l'AERS à l'époque, sur l'analyse des formations, on va dire d'ingénieurs, mais à l'ingénierie de manière générale. Donc ce sont des parcours en 5 ans qui s'appuient sur des licences et des masters, mais qui en fait sont renforcés, puisqu'il y a 20% d'enseignement en plus sur les 5 ans. On pourrait dire par exemple qu'un étudiant à la fin de son cursus a obtenu 360 crédits ECTS, c'est-à-dire en fait qu'il a fait 6 ans d'études en 5 ans. Alors ces cursus-là sont basés sur un référentiel. Ce qui est original, c'est que ce référentiel a été co-construit par les universités. Ce n'est pas une idée qui vient du ministère, ce sont les universités elles-mêmes qui ont créé ce référentiel. Dans ce référentiel, alors je ne vais pas en parler en détail, je citerai 3 choses. La première, c'est qu'il y a au moins 25% d'activités de mise en situation, c'est-à-dire des projets, des stages. Il y a de nombreux stages au cours du cursus. C'est aussi au moins 20% d'ouverture sociale, économique et culturelle, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne les langues, le développement personnel, la connaissance des entreprises, etc. Et puis c'est aussi une mobilité internationale obligatoire. Alors pour organiser tout cela, il faut aussi que je parle un peu du réseau lui-même qui s'appelle FIGUR. FIGUR, c'est l'acronyme de formation à l'ingénierie par des universités de recherche. Ce réseau, en fait, va, à travers un comité d'accréditation indépendant qui travaille selon les normes européennes, va accréditer les universités. Il le fait depuis 2012. Ça veut dire qu'en 2017, nous avons commencé les premières réaccréditations. Et certains cursus dans les universités... Aujourd'hui, on en est à combien de CMI ? Je vais les donner les chiffres après. Nous avons en fait certains cursus qui n'ont pas été réaccrédités parce qu'ils ne remplissaient pas en fait les conditions du référentiel. Maintenant, je voudrais dire 2 choses importantes. La première, c'est que ces formations sont coportées par des laboratoires de recherche. Il y a aujourd'hui 208 laboratoires, essentiellement d'ailleurs des laboratoires associés au CNRS, à l'INSERM et à l'INRA, qui supportent ces formations.
et 400 entreprises qui sont en soutien. Donc c'est un réseau quand même qui regroupe 29 universités françaises et une université étrangère. Je parlerai de l'exportation du modèle. Et donc c'est un cursus qui attire forcément peu d'étudiants, puisque en fait, comme il faut un appui très étroit d'un laboratoire de recherche, ou deux laboratoires de recherche, c'est pas nécessairement un, en fait, donc la capacité de suivre les étudiants est relativement réduite, forcément, même avec des gros laboratoires. Quelque part, si vous voulez, ce type de formation ressemble à ce qu'on appelle les formations with honors, qui sont connues depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, qui se développent aujourd'hui en Europe. Il y a d'ailleurs un European Honors Council qui a été créé en 2016. Et je voudrais d'ailleurs dire en passant que nous allons être associés à un programme européen qui est porté par une université néerlandaise et qui va réfléchir avec d'autres universités européennes et des ministères et des agences gouvernementales au type de formation que l'on peut faire pour des étudiants. Alors je vais dire un gros mot en France, les étudiants les plus talentueux. Ce qui, vous voyez, est relativement réservé. Voilà. Alors ce réseau-là, en termes internationaux, fait deux choses. La première, c'est en fait évidemment la promotion du CMI à l'international, dans l'objectif en fait que ce modèle puisse s'appliquer dans certains pays. Donc aujourd'hui, nous avons un CMI qui fonctionne maintenant d'ailleurs depuis 2 ans en technologie industrielle à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Nous envisageons de développer un peu plus ce modèle à l'étranger. Maintenant, il y a une limite, il faut être objectif, c'est qu'en fait, nous exigeons un support recherche quantitatif et qualitatif important. Et objectivement, il n'y a quand même pas beaucoup d'universités dans le monde francophone, en particulier en Afrique, qui ont la capacité en fait de supporter des CMI. C'est pour cela d'ailleurs que, et pour d'autres raisons, que nous travaillons actuellement sur les cursus bachelor en ingénierie, qui seraient beaucoup plus pertinents pour ces pays-là. Voilà. Et l'autre volet sur lequel travaille évidemment le réseau, c'est aider nos universités à soutenir la mobilité des étudiants, puisqu'elle est obligatoire. Et nous avons passé des partenariats, alors il y a maintenant 2 ans, avec un gros réseau nord-américain. Et nous avons chaque année actuellement 12 étudiants qui partent faire des stages dans des laboratoires universitaires d'universités comme Michigan, Northwestern, Rutgers, etc. Plus récemment, nous avons signé avec 3 instituts d'éminence en Inde. Vous savez que l'Inde le gouvernement indien a choisi de labelliser Institut d'éminence 20 établissements de son pays, donc là, nous travaillons avec 3. Et nous allons signer très prochainement avec Université Québec, qui est un réseau de 10 universités au Québec. Donc voilà, travaillons également à une approche vers la Corée du Sud et d'autres pays, mais bon, voilà, essentiellement aujourd'hui, nous sommes sur ces trois pays-là. Merci. Alors, on est très en retard, mais y a-t-il des questions dans la salle, peut-être, pour nos invités, qu'on les prenne tout de suite? Sinon, je vais continuer à en poser, mais pas très longtemps, parce qu'après, on a une belle démonstration faite par les étudiants avec François Tadei, donc je ne voudrais pas qu'on n'ait pas de temps pour eux. On va revenir un peu à Campus France, à Bienvenue en France. Il y a la pédagogie, il y a aussi l'accueil qui est important, et ça c'est aussi une question de pédagogie, de bien recevoir les étudiants étrangers. C'est un point sur lequel on est bien placé. Alors l'accueil, effectivement, c'est peut-être un point sur lequel la marge de progression collective était peut-être importante. En tout cas, ce qui remonte de pas mal d'études, c'est que la qualité des formations proposées en France est tout à fait reconnue et ne pose pas vraiment question, et en particulier une diversité d'offres qui répond à différents types de besoins de formation courte, professionnalisante, à des masters de très bon niveau et bien sûr des possibilités de doctorat. Sur l'accueil, en revanche, on a sans doute des marges de progression, et l'accueil, c'est une chaîne qui va du visa, du passage en consulat, à l'arrivée sur le territoire, l'accompagnement dans les établissements, et au-delà, le maintien du lien à travers les réseaux d'alumni, etc. Donc là, Campus France, sous la tutelle des 2 ministères de tutelle, donc les Affaires étrangères et le MESRI, travaille sur beaucoup de sujets différents, et j'en retiendrai peut-être un seul, qui est celui de la labellisation. Comme vous le savez, le label donc Bienvenue en France est mis en place maintenant depuis 1 an. L'idée est de faire un travail d'auto-évaluation des dispositifs d'accueil des étudiants internationaux à travers une liste de critères qui composent le label.
et de pouvoir ensuite, à partir de cette auto-évaluation, obtenir 1, 2 ou 3 étoiles la première année. Et ensuite, à partir de 2020, des comités d'experts seront constitués pour aller sur le terrain vérifier, entre guillemets, ces auto-évaluations. Et donc ce travail-là, il est en plein boom, puisqu'on a 170 établissements aujourd'hui qui sont engagés dans la démarche. On a un nouveau comité de labellisation qui aura lieu après-demain et qui permettra d'aboutir à environ une 60aine d'établissements labellisés. Et ces labels sont très présentés sur nos catalogues divers et variés, que ce soit Taught in English, qui est le catalogue donc, des formations proposées en anglais par les établissements, que ce soit Campus Bourse, qui présente les dispositifs de bourse, et on est en train de voir avec les affaires étrangères pour que ça figure aussi sur Études en France. Donc ce label de l'accueil, il va vraiment devenir un outil important de communication et de pilotage stratégique, puisque ça permet de connaître ses points forts, ses points faibles selon les critères. Donc il n'y a pas de critères purement pédagogiques, parce qu'on est vraiment uniquement sur la partie accueil, donc on n'est pas le HCVRS, on n'est pas là pour évaluer évidemment la qualité des formations, mais de l'accueil, donc encore une fois de l'amont à l'aval, de la présence ou non de guichets d'accueil, par exemple, de bureaux uniques qui permettent d'accompagner les étudiants dans leur démarche administrative, à l'existence de cours de FLE, de parrainage entre étudiants, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup et on est vraiment très impressionné de voir la dynamique qu'il y a dans les établissements en ce moment sur ce sujet de l'accueil. On sent vraiment qu'il y a une mobilisation à la fois dans les directions de relations internationales, côté accueil et également maintenant côté formation pour proposer aux étudiants qui choisissent de venir en France une offre qui soit adaptée à leurs besoins. Merci. Monsieur Lovic, vous êtes en train de travailler à la création d'un nouveau diplôme qui va peut-être s'appeler le Bachelor universitaire de technologie, enfin à moins que c'est évolué depuis la semaine dernière. En tout cas, y aura-t-il un aspect encore plus important à l'international dans ce nouveau diplôme que vous allez créer qui va prendre le relais du DUT ? Oui, alors d'abord tout à fait, je pense que ce diplôme est en passe d'être créé, je pense qu'effectivement il va s'appeler Bachelor. Le nom part du principe qu'il fallait quelque chose de nouveau, mais peut-être que la notion internationale est effectivement très prégnante. Qu'est-ce que c'est qu'ajouter finalement une année à un diplôme professionnalisé comme ce qui était le DUT, le diplôme principal délivré par les IUT? Eh bien, c'est le choix, en fonction notamment peut-être du bassin d'activité dans lequel l'IUT est, mais effectivement un outil extrêmement intéressant pour diversifier les programmes vers l'étranger. Est-ce que c'est une 3e année complète à l'étranger? Est-ce que c'est seulement un semestre? Alors, dites-nous. Tout à fait. Hein, c'est encore ouvert, tout ça. C'est encore ouvert, on ne sait pas encore. Alors, c'est non seulement ouvert, mais je pense que c'est acté. Alors, l'arrêté n'est pas encore paru, donc ça m'est difficile d'en parler, mais les travaux effectués nous mènent à penser qu'on va pouvoir, au sein d'une université, travailler à l'internationalisation des étudiants et de la formation. Ça nous donne beaucoup d'ouverture, donc je disais semestre d'études, semestre de stage, langue supplémentaire, donc toute une palette d'outils qui va être finalement le renforcement à l'international de la formation au niveau L. Merci, on va s'arrêter là, donc je vous remercie d'applaudir les participants. On va laisser la place à François Tadei avec des étudiants, des IDFI qui vont nous parler de ce qu'ils ont vécu. Et après, il y a un déjeuner buffet à côté. On se retrouve vers 14h15 pour la suite des débats. Donc je passe la parole à François Tadei et à ses étudiants, les étudiants qu'il va présenter. Donc François Tadei, le président du TRI, qui est le meilleur pédagogue français. Ça, on va le dire. Allez. Bonjour. Écoutez, je suis très honoré d'être sur scène. On m'avait proposé de parler seul. Je pense que c'est beaucoup mieux de donner la parole à ces jeunes qui vont se mettre sur scène. Je pense que c'est très intéressant de donner la parole aux jeunes à différents titres. Je pense que fondamentalement, nous, c'est ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années au niveau du CRI. Et je pense que c'est probablement, si on a été innovant, c'est dans notre capacité à co-construire les différents programmes qu'on a pu faire avec eux. Vous allez pouvoir les entendre, ils viennent de toute la France, Mulhouse, Nancy, Paris, Grenoble ou Orléans. Ils viennent de formations très différentes, ils parleront rapidement de ce qu'ils ont pu faire, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réfléchir avec eux et avec vous à quoi peuvent ressembler les universités en 2030, à quoi elles pourraient ressembler si
on savait les co-construire avec nos étudiants. Et je pense que ça peut paraître assez utopique, mais vous avez probablement su, puisque ça a été dit tout à l'heure, et puis vous le savez probablement par ailleurs, que le président de la République a annoncé un grand projet d'université européenne, que la Commission s'en est emparée, qu'elle vient d'annoncer 1 milliard, c'est-à-dire un peu plus que les budgets IDEFI, a fortiori, c'est pour les 10 années à venir, donc c'est quand même très intéressant. Notre capacité collective à répondre à ces appels d'offres dépend probablement de ce qu'on a déjà été capable de faire, mais aussi de ce qu'on sera capable d'inventer. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les objectifs prioritaires, les critères de sélection dans cet appel d'offres d'université européenne, la place des étudiants est essentielle. Si vous savez co-construire avec vos étudiants, vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné. Si vous savez inviter vos étudiants à réfléchir aux objectifs de développement durable qui sont devenus prioritaires pour cette génération, vous avez plus de chances d'y être. Si vous êtes dans des pédagogies innovantes, ce qui est assez facile dans la salle, vous avez beaucoup plus de chances d'y être. Si vous savez développer les relations internationales, si vous savez faire des pédagogies de projet, si vous savez vous assurer que vos étudiants se prépareront au monde de demain, qui est un monde, ça a été dit tout à l'heure, où l'intelligence artificielle, les défis climatiques, environnementaux et sociétaux sont au cœur, vous avez beaucoup plus de chances d'y être. Donc je pense que il y a énormément de possibles. Ces possibles, je pense qu'il est plus intéressant de les explorer collectivement. Donc on a proposé le hashtag Université 2030 que vous pouvez utiliser pour partager vos idées éventuellement sur le sujet. On peut inviter non seulement les gens qui sont dans la salle, mais tous ceux qui sont dans nos universités, sont aux quatre coins de la planète mobilisés sur ces sujets. Moi, je fais partie d'un comité de l'UNESCO pour penser l'éducation et son futur. Il y a évidemment une prise de conscience planétaire aujourd'hui, non seulement des jeunes qui sont dans la rue toujours plus sur ces sujets, mais de l'ensemble de la communauté internationale, y compris de la communauté universitaire. Il y avait un colloque de la CPU sur les objectifs du développement durable cet été encore. Enfin, cet été peut-être pour la première fois, mais c'est pas grave. Et donc c'est un signe de plus que les gens se mobilisent là-dessus. Je pense que les transformations sont en cours, mais si on veut qu'elles soient efficientes, si on veut qu'elles aient de l'impact, je pense non seulement qu'il faut se mobiliser en tant qu'universitaire, mais il faut surtout pouvoir le faire avec cette génération qui a plein d'idées. Je vais leur donner la parole au fur et à mesure. Alexander, Anne-Pia, Lou, Simon, Thibault, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je m'appelle Alexander Dutour, mais je suis en master management interculturel et affaires internationales à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Et l'année dernière, j'ai pu terminer ma licence en gestion en Allemagne, donc de nouveau un double diplôme. Et donc, quand on a entendu parler de cette thématique, l'université de 2030, un enjeu de développement durable, ça nous a tout de suite fait penser aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, tout d'abord, on pourrait croire que l'université ne répond qu'à un seul de ces objectifs, notamment l'éducation, mais plus nous parlerons et exposerons nos idées, plus vous verrez que, en fait, tout est lié. En effet, demain, l'université, ce sera un centre d'innovation, d'entrepreneuriat. L'université agira pour le social, pour l'environnement. En somme, ce sera une ville dans la ville. Or, sur certains campus, parfois on peut se poser la question, mais que faire? Au final, les étudiants suivent les cours, reviennent à la maison, dorment, suivent les cours, reviennent à la maison, ne suivent que cet infini cycle. Ils n'apprennent rien. Et pourtant, grâce aux IDEFI, là en l'occurrence celui que j'ai pu suivre, Novatrice, m'a permis par exemple d'aller, grâce au campus ECOR, le campus européen également, d'aller en Suisse, à Bâle, suivre des cours qui n'ont strictement rien à voir avec mes propres cours, mais au moins ça m'a permis de m'ouvrir, de voir un autre système, une autre culture, d'autres personnes tout simplement. Et grâce à IDEFI et ses actions, on peut créer un incubateur de leaders citoyens, comme l'association La Jeune Chambre économique française peut l'exprimer. Dans le sens où on ouvre l'esprit, on libère les idées et on prend confiance, on affirme ses idées. On y va et on crée. Et en parlant de création, on pourrait tout à fait créer une université d'IDEFI, un réseau global, tout simplement, qui nous permettrait de créer une plateforme d'échange globale, littéralement avec toutes les universités possibles, pour faire transiter l'information, faire transiter des idées, mais également capitaliser et valoriser tout ce qui a déjà été fait.
Parce qu'aujourd'hui, en effet, on est surtout à penser à ce qui a été fait, réfléchir à ce qu'on pourra faire dans quelques années, mais pour moi, l'université de 2030, ce sera agir. Agir pour plus tard, parce que 2030, voilà, on y est bientôt. Merci. Alors du coup, comme nous l'a dit Alexander, on nous a demandé d'intervenir sur, pour nous, c'est quoi l'université en 2030 ? Et alors évidemment, en tant qu'étudiant, on parle d'éducation, mais l'université, c'est pas que une fonction d'enseignement, c'est aussi une fonction de recherche et de service à la cité. Et pour nous, c'est des points qui sont essentiels, parce que l'université, c'est un acteur du développement durable qui peut se permettre des temps de recherche plus longs, qui n'a pas les mêmes moyens que des ONG ou le privé. Et en fait, ce serait très bénéfique que les étudiants, les chercheurs et l'implication de l'université dans la cité soient trois axes qui soient beaucoup plus poreux, où il y ait beaucoup plus d'échanges entre les trois, que les étudiants collaborent avec des chercheurs pour faire des projets qui ont du sens, et de mettre à contribution la motivation des étudiants et leur envie de s'impliquer dans la société et de sortir avec des compétences qui ont du sens et qui font la différence dans un monde qui rencontre plein de problèmes qu'on connaît. Et donc c'est vraiment le rôle de l'université, c'est de mettre à contribution toutes les ressources qu'elle a à disposition, donc ses chercheurs, ses étudiants, et le pouvoir qu'elle a dans la vie publique pour avancer et être un vrai lieu du développement durable. Donc voilà, merci. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle donc Lou Dumas, j'étais étudiante encore il y a 2 ans et donc j'ai pu bénéficier des programmes IDEFI et Ecotrophelia, et donc vu que je trouvais qu'IDEFI c'était super, en fait je suis maintenant ingénieure chargée de mission, donc tout d'abord sur IDEFI et maintenant donc sur le projet IL qui est un projet nouveau cursus à l'université, donc NCU. Donc je vais témoigner de ce que IDEFI a représenté pour moi en tant qu'étudiante. Donc je vais vous parler de cas très concrets. Alors IDEFI Ecotrophelia, qu'est-ce que c'était ? Donc c'était un gros coup de pouce en fait pour réfléchir à une alimentation durable, notamment à travers la mutualisation de ressources de tous les établissements partenaires. Donc il y avait quand même 13 établissements et c'était vraiment très important parce que du coup chaque établissement amenait le meilleur de sa formation sur le programme IDEFI et donc les étudiants pouvaient aller puiser dans toute cette source de savoir mutualisée qui était vraiment très très intéressante. Et donc Ecotrophelia, c'est aussi un concours d'innovation alimentaire qui peut donner lieu de temps en temps à la création de start-up. Donc Ecotrophelia, c'est créer un produit alimentaire de l'idée vraiment jusqu'à la mise sur le marché du produit. Et donc suite à ça, il y a des étudiants qui ont tellement avancé dans leur projet, qui sont tellement en fait investis dedans, qu'ils créent leur start-up après. Et c'est quelque chose qui est permis entre autres grâce à IDEFI parce qu'il y a les ressources dans les établissements pour les permettre de mener à bien ces projets. Et donc c'est des projets qui sont très souvent en lien avec le développement durable. Donc vous pouvez voir derrière moi l'exemple de Tadam, qui est en fait les étudiants ont décidé de revaloriser le pain rassis, le pain des boulangeries en plats cuisinés ou pâtisseries et donc en aide culinaire pour que les personnes chez elles puissent vraiment revaloriser ce pain de mie. Et donc maintenant la start-up est créée grâce à IDEFI et ces produits sont sur le marché. Et donc, ce que je voulais illustrer à travers l'autre exemple qui est simple, donc des potions énergisantes françaises et 100% biologiques, donc très en lien avec le développement durable, c'est qu'en fait, ces potions ont été inventées par des étudiants qui n'ont pas fait Ecotrophelia, qui n'ont pas fait IDEFI et qui ont dû là se débrouiller tout seuls sans l'apport d'IDEFI. Et c'est un projet qui a mis beaucoup plus de temps à se mettre en place parce que les étudiants devaient se débrouiller. Alors, donc forcément, il y a eu des aides comme les pépites, etc., mais c'était en parallèle de leur cursus. Et ça a été plus difficile pour eux, plus long. Et donc, pour moi, l'université de 2030, c'est vraiment une université qui accompagnerait les étudiants dans cette création d'entreprise, non pas en parallèle de leurs études, mais vraiment en tant que formation à part entière,
pour les aider à avoir ce qu'il faut en finance, en économie, en alimentaire, en tout ce dont ils ont besoin et qu'on ne trouve pas forcément dans une seule et même formation. Voilà, donc vraiment cette idée d'individualiser les apprentissages. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon. Pour ma part, je vais revenir un peu sur ma formation pour vous donner mon témoignage. Pour moi, pour l'université de 2030, on fait face à un réel défi puisqu'il y a une transformation à la fois des métiers que nous devrons pratiquer demain et il y a également une transformation sociale à attendre en lien avec le développement durable et ses enjeux. Et il y a donc une nécessaire transformation pédagogique à mettre en place à l'université. Et il me semble que les programmes IDEFI, comme le disait Madame Grace Neville, il y a le mot défi dans IDEFI, et sont un moyen de répondre à ce défi-là en expérimentant des nouvelles pratiques. Donc, ce qui a été mon cas dans le Master Management de l'innovation de l'IAE de Grenoble, qui bénéficie du programme Promising, de l'IDEFI Promising. Et cet IDEFI permet à l'équipe pédagogique du Master de proposer une formation différente, avec une pédagogie innovante, des lieux différents, et de sortir vraiment du cadre traditionnel et un peu restrictif de l'IAE et des écoles de management de façon générale, pour proposer vraiment une formation nouvelle qui réponde aux enjeux de demain et qui, au-delà des connaissances et des compétences transverses et pluridisciplinaires qu'elle nous propose vraiment une capacité, une ouverture et une capacité d'apprendre tout au long de notre projet professionnel, mais également une capacité d'adaptation qui nous permettront de changer de métier, de pratiquer des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais que nous devrons faire demain, et d'intégrer les enjeux du développement durable à tout cela. Pour moi, il est nécessaire de multiplier ces expérimentations afin de généraliser cette transformation pédagogique au sein de l'université. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Thibaut Carton, je suis diplômé depuis le mois de septembre du Master Ingénierie et Ergonomie des activités physiques, donc qui appartient au département STAPS de l'Université d'Orléans, qui est donc spécialisé dans les sciences du sport et de l'activité physique. Ce master est intégré dans le cadre du réseau IDEFI REMIS, donc réseau des écoles de management et d'ingénierie de la santé, qui récompense cette université française pour leurs efforts en matière d'innovation pédagogique. Moi, je vais commencer, la première idée que je veux soutenir auprès de vous aujourd'hui, c'est l'importance du développement de l'apprentissage à l'université, à partir de cas très concrets. Donc pour ma part, je me suis formé à être ergonome, donc à analyser et à aménager les situations de travail de salariés dans différents contextes professionnels, au niveau de ma formation. Et cette mission, ce métier, mais comme beaucoup d'autres à l'université, nécessite, à mon sens, une immersion la plus fréquente possible dans le monde professionnel, dans la réalité qui est la sienne aujourd'hui et celui de l'entreprise. Et dans le cadre de ma formation, j'ai bénéficié d'un stage de 2 mois en M1 en entreprise et d'un apprentissage d'1 an en M2. Et cette immersion-là, ces 2 immersions m'ont permis à la fois de croiser les enjeux des entreprises en matière de santé, de sécurité et d'efficacité, ainsi que les champs théoriques, les champs de recherche qui étaient celles de mon master, donc qui ont été vraiment porteurs pour à la fois apporter des données scientifiques et croiser ces éléments professionnels qui posent problème et à laquelle j'avais une forte plus-value. Donc à mon sens, c'est la première plus-value qui peut être soulignée pour l'université en 2030, c'est de resserrer ces liens université-entreprise à la fois en matière de projets communs, de resserrer le réseau de l'université avec les entreprises et également de favoriser l'employabilité des étudiants puisque les étudiants se forment à des métiers et qu'à l'issue de l'université, il s'agit avant tout d'insertion professionnelle. Le deuxième élément que je souhaite souligner avec vous, c'est ce que m'a apporté concrètement IDEFI dans le cadre de mon master. Un projet qui a été particulièrement important dans le cadre de mon master, ça a été un projet qui s'appelle le SimLab, qui nous permet en tant qu'ergonome de nous familiariser avec différentes techniques d'entretien qu'on est amené à utiliser en secteur professionnel avec les salariés, notamment l'entretien d'explicitation, qui est une méthode utilisée dans le cadre de notre pratique quotidienne professionnelle et qui fait l'objet de beaucoup de recherches. IDEFI, très concrètement, nous a permis d'obtenir des fonds pour
recréer un local d'innovation pour faire de la simulation entre étudiants et faire de l'analyse vidéo, et également de bénéficier de l'intervention de consultants qui sont porteurs de cette démarche. Donc ça a permis à la fois à des groupes d'étudiants de mener des projets pour réhabiliter ce local, nous rendre partie prenante de projets, mais également de rendre possible la formation des futures promotions, à cette technique. Vous voyez la maquette à l'écran qui a débouché de ce projet. Donc je pense que la vraie plus-value d'IDEFI, c'est de rendre possible des projets d'innovation pédagogique à l'avenir pour améliorer la qualité des futures promotions et des futures formations. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a la ponctualité et leur capacité à dire des choses à la fois claires, importantes et en un temps fini. Je suis hyper content de leur avoir donné la parole. Ils ont eu très peu de temps pour se préparer. Ils ont visiblement beaucoup de choses à nous dire. Je voudrais maintenant qu'on débatte avec eux, en particulier de cette idée d'une université IDEFI ou université des défis, une université qui permette aux étudiants de relever les défis qui sont les leurs à titre individuel, à titre collectif et à titre global. Comment est-ce qu'on peut essayer d'inventer ça ? On a vu que vous avez appris à vous engager, à comprendre la complexité d'une université, à aider à la réinventer, à devenir entreprenant, à devenir innovant. Vous avez toutes ces capacités en vous. Comment est-ce que vous pourriez nous aider à co-construire l'université de demain, dans lequel c'est pas simplement vrai des quelques-uns qui sont sur scène aujourd'hui, mais soit vrai de l'ensemble des étudiants. Il va y avoir d'ici 2030-2040 590 millions d'étudiants à travers la planète, c'est-à-dire un doublement par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est à la fois vrai des étudiants en France, on a parlé des étudiants européens, comment faire pour apporter des choses à l'ensemble de ces pays, comment faire pour mutualiser ce qui se passe pour que ce que vous avez tous pu vivre, d'autres puissent le vivre en France, en Europe et dans le monde. Comment est-ce qu'on crée les plateformes numériques qui permettront cette université des défis globaux de se créer? C'est vrai qu'historiquement, les universités ont coévolué d'abord avec les villes, puis avec les États-nations. Aujourd'hui, comment on les fait coévoluer avec les enjeux planétaires? Comment est-ce qu'on peut créer ces interfaces? On a entendu parler tout à l'heure de systèmes pour dépasser les barrières linguistiques. Donc c'est possible. Comment est-ce qu'on peut prendre l'ensemble des innovations qui sont dans la salle et ailleurs? Comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose qui aura vraiment l'impact que vous semblez souhaiter et on pourrait tous, dont on aurait tous besoin pour arriver à relever les défis climatiques, sociétaux et environnementaux auxquels on est tous confrontés? Comment est-ce que vous verriez ça les uns et les autres? Est-ce que vous voulez essayer de rebondir sur ce que chacun a pu dire déjà, sur comment est-ce que, à votre avis, on peut donner la parole? Vous avez beaucoup d'enseignants très innovants par définition dans la salle. Comment est-ce qu'ils peuvent retourner voir leurs étudiants? Comment est-ce qu'ils peuvent retourner voir leur président d'université pour dire, effectivement, si on se retrouve tous les manches, on peut impacter non seulement nos universités et nos environnements locaux, mais fondamentalement, on peut contribuer à tous ensemble relever les défis planétaires auxquels on est tous confrontés. On reprend un petit tour ? Donc je vais continuer. Peut-être l'une des premières choses, c'est de changer l'administration. C'est toujours extrêmement long, extrêmement complexe, pour ne pas dire autre chose. Et quand, par exemple, j'en ai parlé avec quelqu'un avant, de créer un double diplôme entre un master en France et en Pologne, c'était extrêmement compliqué. Tout était fait pour vraiment ralentir le processus. Et rien que là, ces petites choses qui semblent extrêmement basiques, mais qui sont en fait le pilier de tout le reste, rien que ça, il faudrait peut-être déjà le revoir, le changer. Et ensuite, pour créer un réseau, on peut utiliser ce qui fonctionne déjà, ECOR, qui rassemble 5 universités entre l'Alsace et le Bade-Württemberg en Allemagne. Ça fonctionne depuis des années, c'est fantastique. On peut tout simplement aller se balader d'une université à l'autre, reprendre ça à une plus grande échelle, et on a déjà une des solutions. Alors, il me semble que du coup, on a beaucoup de thématiques à gérer, dont on peut discuter, et je pense qu'il faut séparer plusieurs sous-catégories. Donc déjà,
il faut réfléchir au but qu'on souhaite avec l'université. Donc si le but, c'est que le produit sortant de l'université, ce soit des adultes libres et heureux et impliqués dans la société dans laquelle ils se retrouvent, c'est important que l'université soit des vrais lieux d'expérimentation où l'étudiant peut s'emparer de la matière dont il apprend, vraiment s'essayer à des projets concrets et interagir avec les gens de ce milieu-là et construire des choses et avoir le droit de se tromper. Donc ça, c'est un point. Et après, si le but, c'est d'avoir une université comme un lieu qui s'implique dans le monde et qui a un vrai impact durable sur la société, oui, vraiment, du coup, il faut s'appuyer sur tout un tas de réseaux internationaux, que les étudiants se retrouvent et se rencontrent et aient l'occasion d'échanger sur la même thématique dans différents contextes. Et du coup, bénéficier des réseaux qui existent déjà, qui fonctionnent déjà, et stimuler les étudiants pour qu'ils aient envie d'apprendre et qu'ils se sentent dans un environnement bienveillant où ils peuvent vraiment essayer, échanger, expérimenter, apprendre, quoi. Merci. Ça me fait penser, du coup, ce que tu viens de dire, qu'il faut avoir envie d'apprendre, mais pour avoir envie d'apprendre, en fait, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut apprendre, parce qu'on ne peut pas avoir envie d'apprendre quelque chose sans savoir ce qu'on veut faire après. Et donc ça peut aller dans le sens de l'idée d'entrepreneuriat que je disais tout à l'heure. Donc soit on a une idée précise de ce qu'on veut faire, et donc on sait exactement à quoi on veut s'intéresser et pourquoi on travaille. Donc on ne travaille pas seulement pour la note, on travaille pour un projet. Et d'autre part, pour certains qui n'ont pas forcément une idée très précise, ça demande de la maturité en fait. Et quoi de mieux pour acquérir cette maturité de partir à l'étranger, en Erasmus ou également en césure. Donc à l'ENSAIA, donc l'école où je travaille, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, les césures, et on voit vraiment la différence entre les étudiants qui sont partis en césure et qui reviennent, qui ont déjà fait des stages, qui ont déjà travaillé dans des associations ou autres, et qui reviennent en dernière année et qui savent exactement pourquoi ils reviennent et ce qu'ils viennent faire, et ceux qui ne partent pas en césure, qui n'ont pas pris ce temps de réflexion. Alors je parle pas, c'est pas une généralité, mais dans la majorité des cas, ils restent à l'école, ils assistent au cours parce qu'on leur a dit assiste à tel cours, ok, c'est sur mon emploi du temps, j'y vais, mais finalement ils savent pas vraiment pourquoi, et du coup leur apprentissage est beaucoup moins efficace que quelqu'un qui a vraiment un projet précis. Donc voilà, vraiment, l'université de 2030, pour conclure sur cette idée, serait vraiment une université qui permettrait aux étudiants de prendre le temps de maturer leur projet professionnel et vraiment de savoir s'ouvrir à l'étranger et de savoir pourquoi ils sont là. Merci Lou. Pour compléter, je vais reprendre quelque chose qui a été dit ce matin par monsieur Philippe Parmentier et repris par François. Je pense qu'il est important que l'étudiant devienne co-acteur de la transformation pédagogique à mettre en place à l'université. J'ai deux exemples concrets dont j'aimerais témoigner. Au sein du Master Management de l'innovation auquel j'ai participé, en fait, l'équipe pédagogique est allée voir les professionnels, notamment des anciens étudiants, pour co-construire avec eux la maquette de formation en leur demandant quels étaient leurs besoins. Demain, je veux un manager de l'innovation. Quelles compétences, quel savoir-être, quel savoir-faire je dois lui donner pour qu'il soit efficace dans mon entreprise demain et pas hier. Je pense que c'est très important de prendre en compte cet aspect-là. Ensuite, on a également participé à de nombreux challenges créatifs pour le compte d'entreprises, mais également de l'université. Je pense notamment à une problématique qu'on nous avait posée autour de la création d'enseignements transdisciplinaires en licence. Donc c'est une problématique qui est difficile puisque c'est une volonté de l'université de développer la pluridisciplinarité et les enseignements transverses en licence, sauf qu'il est très compliqué de faire travailler ensemble des étudiants. Et on a été mis à contribution sur ce sujet-là pour proposer des idées qui ont été partiellement reprises par l'Université Grenoble-Alpes et mise en place, il me semble, dès l'année dernière avec les programmes Disrupt Campus et Hackathon. Ouais, je me souviens pas exactement le nom, mais avec un hackathon pour faire de la transdisciplinarité. Voilà. Merci à toi. Moi, je vais conclure sur une autre dimension, mais qui est en continuité avec les vôtres. Aujourd'hui, les entreprises françaises et étrangères sont soumises par rapport au développement durable et par rapport aux enjeux écologiques à beaucoup de contraintes en matière de renouvellement, de restructuration pour coller aux enjeux écologiques, aux enjeux de développement durable.
Et je pense que l'université a beaucoup à gagner à resserrer ses liens avec ces entreprises qui font des efforts, qui sont contraintes à tous leurs niveaux, petites, moyennes entreprises, grandes entreprises, qui font des efforts pour leur image, pour se restructurer par rapport à leurs employés, etc. Et la mise en stage que je soulignais tout à l'heure, qui a beaucoup de sens, je trouve, pour la professionnalisation, l'employabilité des étudiants, a d'autant plus de sens que l'entreprise gagnerait à se renouveler en partenariat avec ces entreprises qui font beaucoup d'efforts. Par rapport au développement durable et dans une idée de transition écologique, etc. Je pense qu'il y a par ailleurs un gros travail à faire. Je suis d'accord avec toi sur l'idée des anciens étudiants qui sont à ramener à l'université et qui ont beaucoup à apporter parce qu'ils sont eux-mêmes dans une démarche de travail quotidien, qui sont insérés dans le milieu professionnel et qui ont beaucoup de réflexions à ce sujet-là. Je pense qu'on peut élargir au-delà, qu'on peut aller au-delà encore au niveau de cette réflexion collective. En cassant les clivages de formation initiale et de formation continue, je pense que d'abord, on pourrait créer des réflexions collectives entre licence, master, parce que finalement, ce sont les étudiants qui sont amenés à suivre le même parcours, qui sont amenés à réfléchir, qui peuvent être amenés à réfléchir ensemble, entre les universités, entre départements qui manquent parfois de discours et de collaboration. Et je pense qu'il y a effectivement un vrai travail sur les maquettes de formation, les contenus de formation qui sont à repenser en vue de développement durable, entre licence, master, nouveaux diplômés, les personnes qui sont déjà insérées professionnellement et qui sont en reprise d'études, qui ont aussi beaucoup à apporter à cette réflexion. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions collectives pour tous ces acteurs qui peuvent être envisagées. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis tout de suite. C'est vrai que le développement durable fait vraiment partie, nous, de nos valeurs. Notre génération se préoccupe beaucoup de la planète et les entreprises y sont déjà confrontées. Elles sont obligées de le prendre en compte puisque pour avoir des professionnels qui sont motivés et qui continuent à travailler pour eux, elles doivent leur donner la possibilité de défendre ces valeurs-là. Et je crois que l'université doit faire de même et faire confiance à cette nouvelle génération pour intégrer ces enjeux à ses formations. Et si je peux me permettre de reprendre toutes vos idées et peut-être essayer de résumer, en gros, et c'est pour vous aussi d'essayer d'avoir un package à emporter chez vous, c'est tout simplement créer un environnement favorable, avoir des possibilités de customisation, en somme, des diplômes, pour qu'on puisse avoir non plus des fiches de poste, mais vraiment des cartes qui nous permettent d'être prêts pour demain, donc innovants, et aussi de toujours utiliser ce qui s'est déjà fait avant, donc grâce aux alumni, donc les anciens étudiants, d'autres systèmes qui existent déjà. Et quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Oui, et aussi de co-construire le programme, la maquette, non pas une fois avec une volée d'étudiants, mais en continu avec les étudiants actuels, les étudiants qui viennent de terminer et potentiellement des étudiants qui n'ont pas encore commencé et leurs attentes par rapport au diplôme dans lequel ils se lancent. Et oui, pour compléter aussi tout ça. Il faut aussi bien se rendre compte, j'insiste là-dessus, je pense que vous le savez déjà, mais c'est que maintenant les étudiants qui sont en début de carrière, qui sont jeunes diplômés en début de carrière, ne vont plus dans une entreprise parce que elle a un bon salaire, parce qu'ils vont pouvoir faire carrière dedans, mais vraiment parce que l'entreprise répond à leurs valeurs et parce que vraiment ils se sentent vraiment acteurs et qui pensent vraiment pouvoir apporter quelque chose. Et donc c'est complètement en adéquation avec ce qui vient d'être dit, mais si les entreprises ne portent pas ces valeurs de développement durable et d'écologie, il va y avoir de moins en moins de jeunes qui vont pouvoir y adhérer et y travailler. Bon, je ne sais pas si vous êtes aussi convaincus que moi, mais moi je les écouterai. D'abord, ça fait plusieurs jours qu'on se parle. Malheureusement, il y a une pause déjeuner, mais heureusement aussi, parce que vous allez pouvoir les voir et discuter avec eux. Moi, ce que je vous proposerais volontiers, dans les quelques secondes qui nous restent pour conclure, c'est de organiser le même genre de débat dans vos universités, avec vos étudiants, pour essayer de voir comment au mieux préparer les prochains appels d'offres qui viendront, qu'ils soient européens, nationaux ou autres, parce que je pense que c'est la raison principale, non seulement qui augmentera votre chance de succès à ces appels d'offres, mais fondamentalement qui augmentera notre capacité collective à nous transformer pour relever nos défis communs,
qui commence par non seulement les faire réussir, mais les aider à relever ces défis globaux auxquels on est tous confrontés. Cet effort, si vous le faites de votre côté, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à m'écrire personnellement, et ce qu'on fera volontiers, et je ne voudrais pas m'engager pour l'ANR, mais c'est créer une petite plateforme dans laquelle on puisse partager toutes ces bonnes idées, parce que j'imagine que vous avez tous le même problème il y a 8 ans quand on a répondu à l'appel d'offres IDEFI. On a eu à peu près 1 mois pour répondre, d'accord. Donc on a bien fait. Et puis malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'appels d'offres depuis, alors que je suis sûr que vous avez des milliers d'autres idées. Mais quand on entend les étudiants, on voit qu'ils ont encore plus d'idées, qu'elles sont probablement encore plus pertinentes pour leur génération. Et donc je pense que si on prend le temps de co-construire avec eux ce que nous pourrions faire tous ensemble, d'abord on peut s'inspirer les uns les autres, et puis on peut essayer de créer cette université des défis, ces universités des défis globales en réseau qui partagent et qui mutualisent les projets des étudiants, les projets des enseignants, le projet des chercheurs, les projets qui transforment non seulement l'université mais son lien avec la cité. Et aujourd'hui, la cité, elle est de facto planétaire. Donc il faut absolument qu'on soit capable de créer ces outils-là. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce au numérique, de mutualiser à des échelles sans précédent. Et donc je pense qu'on peut collectivement arriver à faire quelque chose qui aurait une vraie valeur ajoutée, où on n'est pas simplement chacun de son côté en train de faire un truc sympathique et intéressant, mais on est vraiment en train collectivement d'avoir l'impact à la bonne échelle, c'est-à-dire l'échelle planétaire aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on travaille au sein de nos universités, entre universités, dans notre pays, avec nos partenaires européens et avec nos partenaires internationaux plus généralement. Merci, et donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag Université 2030 pour partager tout ça. Merci.